bonsoir à tous. À la une de ce journal, des révélations exclusives sur ces villes anglophones transformées en champs de ruines, des affrontements entre assaillants séparatistes et l'armée camerounaise font rage sur le théâtre de la crise anglophone. Cette escalade de la violence impacte sur les populations, victimes, meurtries dans leur chair, traumatisées et choquées de vivre ces drames de la guerre contre les séparatistes anglophones. Ils sont déjà 10 000 Camerounais ayant fui leur village pour trouver refuge au Nigeria selon des chiffres du HCR. Dans ce journal, vous verrez un grand reportage exceptionnel où les pouvoirs publics, l'armée et les forces vives se mobilisent pour multiplier les actions en vue d'atténuer les affres de la guerre sur le théâtre de la crise anglophone. C'est une levée de bouclier contre la restructuration du chantier naval et industriel du Cameroun. Le licenciement économique est désapprouvé par des techniciens, ouvriers et ingénieurs. Ils multiplient des manifestations pour dénoncer des manœuvres visant à faire main basse sur leurs droits sociaux. Ils s'expliquent dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Des combats acharnés se déroulent sur le théâtre de la crise anglophone. Cette escalade violente a engendré la psychose et la peur chez les populations. Selon le HCR, près de 10 000 Camerounais ont trouvé refuge au Nigeria, essentiellement des jeunes enfants et des femmes. Pendant ce temps, l'armée camerounaise, les forces vives et les pouvoirs publics se mobilisent à travers des actions sociales en vue d'atténuer les affres de ces combats acharnés entre assaillants séparatistes et l'armée camerounaise. C'est un grand reportage signé Eric Martial Diomo. Des populations qui se déplacent en masse. Ce spectacle dure depuis des mois dans plusieurs localités de la région du sud-ouest du Cameroun. Kembon, Kouakoua, Eyumodjok, Akwaya, Ewele, Osing, Babong ou encore Otu sont quelques-uns des villages les plus touchés par cet exode. Décors de cimetières, animaux errants, la vie a disparu dans ces localités, même si quelques courageux ont choisi tout de même de rester. Juste que je suis un homme, j'ai dit qu'adviendra que pourra. Je ne veux pas fuir, je suis ici même si ma famille n'est pas là. Ceux ayant fui vers d'autres villes du Cameroun décrivent le spectacle comme inoubliable et surtout terrifiant. Ce qui m'a fait fuir Kembon, j'étais à la maison, j'ai suivi les coups de feu. Nous nous sommes barricadés. J'ai vu le feu venir. Nous sommes sortis et avons fui. Je n'ai rien emporté avec moi. C'est la guerre. Juste la guerre. Ils tiraient de partout. J'ai fui. D'autres ont choisi de traverser la frontière pour rejoindre le Nigeria voisin, ceci par la rivière Emeli. Les choses sont davantage compliquées selon ces réfugiés par la présence massive des militaires dans leur localité d'origine. Cette présence semble justifier l'exode massif. Après le 1er octobre, les militaires sont descendus dans nos villages pour la sécurité, et vous devez comprendre que nos jeunes, même nos mamans, ne sont pas habitués à voir des militaires partout. Après que certains inconnus aient tué des militaires autour du 18 à Kembou, il y a eu un fort déploiement militaire. Les éléments venus de Manfé tiraient en l'air. Des maisons ont été brûlées. Les habitants ont fui. Après 3 jours de cachette, j'ai pris mes jambes à mon cou par la forêt pour regagner un autre village. Donc ça fait qu'il y a certains qui ne sont plus revenus au village à cause de présence des militaires, ou bien ils ont peur qu'on va les attraper. Mais pour nous qui sommes là maintenant, vous voyez, ça va un peu et la vie commence à reprendre
son chemin. Je vous parle comme ça, comme quelqu'un, l'un des villages qui est aussi touché. Il y a les gens qui ont été tués, qu'on connaît. Et il y a les gens qui sont fuient le village par peur pour éviter le pire. Donc il faut leur donner le courage de rentrer, qu'il n'y a rien. Et il faut que les gens comprennent aussi que même la présence des forces de l'ordre, c'est pour les protéger. Les assurances sont données par ces militaires et même les élites du coin quant à l'importance de la présence de ces hommes en tenue lourdement armés. Nous sommes ici pour eux, pas contre eux. Depuis plus de 40 jours que nous sommes là, nous n'avons arrêté personne. Si quelqu'un est incriminé, c'est soit il a contribué à un assassinat ou alors à un meurtre. Donc ceux qui sont innocents, qui n'ont rien à se reprocher, doivent rentrer à la maison. J'ai suivi que certains veulent rentrer et ont peur d'être poursuivis. Rapprochez-vous de l'administration. Des instructions fermes ont été données. Mettons de côté les rumeurs. Stop running rumors. Les appels au retour dans leur village des réfugiés se multiplient, alors que tant côté nigérien que côté camerounais, les actions pour venir en aide aux réfugiés sont nombreuses. On a brûlé les maisons. Bon, en constatant qu'il y a la famine, les gens n'ont pas où dormir, les gens n'ont pas à manger, on a donc constaté ça. On a fait un appel pour les fils et filles de la département de Magno. On fait la geste qu'on a fait aujourd'hui là, pour au moins aider à avoir à manger, à avoir où dormir, et ainsi de suite. La situation est encore plus compliquée pour les élèves et les étudiants réfugiés. Je m'appelle Deep Grace, élève au lycée de Manfé en classe de terminale, prête pour l'université, mais impossible au regard de la crise. Je souhaite vraiment faire des hautes études, mais me voici au village, perdant mon temps. Pour toutes les parties concernées par cette crise, le rêve serait que les coups de feu cessent définitivement un jour. Si la paix règne, au moins les activités économiques reprendront. Nous pourrons nous mouvoir d'un point à un autre. Nous prions que le président de la République ou alors les ministres reçoivent la sagesse divine pour résoudre définitivement cette crise. À ce jour, le nombre de réfugiés et de déplacés suite à la crise anglophone dans la région du Sud-Ouest est estimé à plusieurs centaines de milliers. Pour contrecarrer ces revendications séparatistes et fédéralistes sur le théâtre de la crise anglophone, le chef de l'État a promis l'accélération de la décentralisation, mais au regard des lenteurs dans la mise en œuvre de ce processus, la déléguée fédérale suisse chargée du plurilinguisme n'a pas manqué de critiquer à demi-mot les blocages institutionnels et politiques dans la mise en œuvre du système de gouvernance publique et la décentralisation au Cameroun. Nicoletta Mariolini a plutôt vanté le modèle fédéraliste de la Suisse lors de sa rencontre avec le ministre de l'administration territoriale et la décentralisation. Des précisions dans ce reportage signé Guy Zogo. Après la mise en bouche par la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, la déléguée fédérale suisse pour le plurilinguisme est entrée dans le vif du sujet. Et c'est un vrai exercice qu'il attendait au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation MINAT, après l'annulation de l'étape du ministère des Arts et de la Culture. Avec le patron du MINAT donc, le sujet est forcément politique en dehors de la connotation purement linguistique. En quoi au juste l'exemple suisse peut être utile au Cameroun sonde la presse. Une fois de plus, c'est un système diamétralement opposé à celui du Cameroun qu'étale Nicoletta Mariolini. La Suisse est un pays fédéral. On a 3 niveaux institutionnels, la confédération, les cantons et les communes. Et sur cette base, on a une répartition des tâches et on a une décentralisation de certaines tâches et également
des mesures qui aident à renforcer la cohésion nationale par soit des flux financiers solidaires, soit également par des mesures qui permettent la protection des minorités, par exemple en ayant 4 chaînes nationales de télévision et de radio qui garantissent également une identité territoriale de la communication. Néanmoins, c'est sur la pointe des pieds que la déléguée fédérale suisse au plurilinguisme ose une allusion politique. Cet exemple-là, mais qui s'inscrit dans un contexte institutionnel particulier, donc qui est spécifique à la Suisse, permet d'analyser, d'étudier des fonctionnements qui peut-être peuvent être utiles et utilisables aussi par le Cameroun. Mais au fond, il semble bien certain que la ligne de fracture apparaît là, béante, entre Genève et Yaoundé, au point qu'on se demande en quoi dans ce contexte le modèle suisse est transposable au Cameroun. Cette question-là, on ne la posera pas à Nicoletta Mariolini. Les consignes sont claires, une seule question, pas plus. Clap de fin d'onde de la deuxième journée de la visite de la déléguée fédérale suisse au plurilinguisme au Cameroun. Il faut attendre la suite. C'est une levée de bouclier contre la restructuration du chantier naval et industriel du Cameroun. Je vous le disais en titre, la baisse drastique des effectifs suscite la colère des techniciens ouvriers et ingénieurs licenciés pour motifs économiques. Les concernés contestent cette décision et multiplient les manifestations pour dénoncer des manœuvres visant à faire main basse sur leurs droits sociaux. Et face au silence de la direction générale, ils ont plutôt reçu du gaz lacrymogène ce mercredi matin. Des précisions dans ce reportage de Innocent Abega et Donald Brice Kamgan. C'était le grabuge au chantier naval et industriel du Cameroun. Saisissant l'occasion d'un conseil d'administration qui était annoncé, le collectif des employés en cours de licenciement a pris position à l'entrée de la société à capitaux publics pour faire entendre leur voix, obligeant les agents de l'administration à camper à l'extérieur. Les manifestants seront délogés à coups de gaz lacrymogène par la police. Ils sont une première vague de 100 employés dont le contrat est en cours de rupture, mais les licenciements qui vont se poursuivre toucheront à terme près de 300 personnes. Sauf que les premiers concernés n'ont pas perçu leurs indemnités, dont les calculs se font par ailleurs sur leur tête, en violation d'un protocole d'accord arrêté en 2016 par les deux parties, rejettent les manifestants. Il était demandé de calculer les droits tels que prévoit la convention collective. En dehors de cela, l'article 39, c'est-à-dire l'article 39 du Code du travail qui demande qu'un mois de salaire brut soit payé par année d'ancienneté dans le cadre des licenciements pour ceux qui ont subi le départ volontaire, qui est autre chose qu'un licenciement abusif. Autre pomme de discorde, la taille des ressources humaines qui serait surévaluée, 749 personnes d'après le management, 647 avancent les manifestants. L'entreprise projette de conserver 300 employés, chiffre en deçà des 579 nécessaires, recommandés par une expertise commise dans le cadre de la restructuration, dénoncent les employés. Nous voulons que le plan de restructuration validé par le conseil d'administration dans le cadre du programme des organisations des effectifs fait par un cabinet marocain, que ce plan social soit validé et non le plan social qui a été mis en place par le directeur général du chantier naval dans le but de s'enrichir en créant une société de sous-traitance. Malgré nos démarches, aucun responsable de l'entreprise n'a répondu à nos sollicitations, même si une source au sein de l'administration informe que les droits des employés en cours de licenciement seront versés à compter du 15 février prochain. À la demande du gouvernement, le chantier naval et industriel du Cameroun est en restructuration depuis 2015. La société doit entre autres réduire ses effectifs pour faire face aux tensions de trésorerie et honorer ses engagements. Toujours dans ce chapitre économie, éclaboussée dans le dernier rapport de la CONAC, la douane peut-elle éradiquer la corruption au sein de ses unités opérationnelles? Le ministre des Finances veut compter sur les nouveaux responsables promus à la direction générale des douanes. Alamine Ousmane Mey les a recommandé de lutter contre la fraude et la contrebande au Cameroun. Élisée Bogba et Marcelin Gansop.
Dans le contexte actuel, marqué par l'insécurité à certaines frontières et à l'intérieur du pays, la douane camerounaise doit relever le défi de la mobilisation accrue des recettes. C'est un défi qui ne laisse pas un temps de répit aux nouveaux responsables qui héritent pour la plupart des postes nouvellement créés. Tout doit être mis en œuvre pour éradiquer les fléaux qui plombent l'efficacité de l'administration douanière. Le décret du Premier ministre pour nous, c'est le tocsin qui est sonné. C'est un nouveau poste. Et en réalité, c'est le bras séculier de la surveillance douanière du Cameroun. Et cela demande que ce poste soit structuré et je crois que j'ai les fondamentaux. Et avec le potentiel humain qu'on va certainement mettre à ma disposition, nous allons remporter les défis et contribuer certainement à l'émergence à travers la lutte contre la contrebande, les grands trafics, le commerce illicite qui sont les principaux chevaux de bataille qui nous attendent. L'atteinte des résultats passe également par l'abandon de certains comportements qui ternissent l'image du douanier, faisant de ce dernier incorrompu, ramant à compte courant des principes de bonne gouvernance. L'inspection de service, c'est une structure d'audit, de contrôle et de vérification. C'est un peu comme le contrôle supérieur de l'État à l'intérieur de la douane. Donc nous sommes là pour les problèmes de déontologie, de gouvernance, des problèmes d'arbitrage entre l'administration des douanes et le grand public, des problèmes de lutte contre la corruption. Bref, nous sommes, comme j'ai eu à vous le dire, les personnes qui sont là pour encadrer les collaborateurs lorsqu'on se rend compte qu'il y a des canards boiteux qui tendent à s'écarter du chemin. À tous les responsables nommés les 9 et 13 novembre 2017, le ministre des Finances a prescrit rigueur, probité, efficacité, engagement et professionnalisme afin que la douane camerounaise joue sa partition dans le cadre de la réalisation du budget 2018. Mais il faut aller au-delà. En créant un cadre, un environnement propice aux affaires, nous voulons veiller à ce que la qualité, l'excellence, le partenariat soient renforcés et que les acteurs qui portent à cœur la douane camerounaise en matière de qualité de service puissent s'y retrouver. Les nouveaux maçons, qui totalisent pour la plupart plus de 20 ans d'expérience, seront jugés au pied d'un mur qu'ils connaissent bien, à force de s'y frotter depuis de nombreuses années. En tout cas, ils n'ont pas droit à l'erreur. Que sont devenues ces familles victimes des évictions forcées et des casses au lieu dit Essengue dans la capitale économique du Cameroun? Certaines passent la nuit à la Belle Étoile, d'autres ont trouvé une petite place chez des membres de leur famille, mais toutes ces familles victimes des évictions forcées contestent ces opérations menées il y a quelques jours et clament justice. Elles se sont exprimées dans ce reportage de Isabelle Carole Zoupet. Ces pleurs sont à l'image de la douleur qui hante les populations d'Essengue. Blocade si à Douala-Prégnier depuis la démolition de leur domicile par le port autonome de Douala. Ces déguerpis sont réduits dans l'errance ainsi que leur progéniture. Ça a cassé, ça fait une semaine aujourd'hui. Et aujourd'hui, on n'a même pas l'endroit pour partir parce qu'on n'a pas l'argent pour aller louer. Donc nous dormons seulement dehors avec les enfants ici là. Ces casses ont radicalement paralysé le quotidien de ces familles. Entre activités au ralenti, nuit à la Belle Étoile, absence d'eau potable et d'énergie électrique, le quotidien des populations d'Essengue est un véritable calvaire. Les activités sont là, moi je suis couturière, les habits sont parqués là-dedans. Les clients viennent, chacun voit ma situation, il a même pitié de moi, ils sont obligés de retourner. Mais laisser un peu du temps, comment ils vont me débrouiller pour sortir, je ne sais pas, je vais aller où, avec quoi. Elles disent être victimes d'une injustice parce qu'ayant obtenu ces terres de manière légale. Terrain, le canton a signé, même la sous-préfecture a signé. Ah, voici ça ici, on a ça. Ah, voici le premier terrain qu'on a acheté. Ah, voici le deuxième. Ah, voici le deuxième terrain, il y a les papiers. Ces déguerpis implorent le soutien des décideurs pour leur reclassement. Une autre personnalité annonce sa candidature pour la présidentielle 2018. Bernard Diongang qui s'engage à mener le Cameroun sur les sentiers d'une véritable révolution agricole, socle de l'émergence économique. Cet ingénieur agronome, fervent défenseur du monde agricole au Cameroun, dit être prêt à organiser un référendum sur la sortie
ou le maintien du Cameroun dans la zone franc CFA s'il venait à être élu président de la République. Bernard Diongan était face à la presse à Yaoundé. Emmanuel Diop et Guy Zogo pour le compte rendu. C'est un programme qui tient en une formule 40 mesures pour faire décoller le Cameroun. Face à la presse, Bernard Diongan, le président du parti Croire au Cameroun CRAC, a dévoilé comment il entend refaire son pays après la présidentielle de cette année s'il était porté à la magistrature suprême. Le tout avec l'agriculture pour base. À cet effet, la charpente de l'édifice Cameroun, telle que dessinée par le président de CRAC, a déjà des contours bien précis. Il y a un certain nombre de mesures qu'il faut prendre absolument. Nous avons parlé de la subvention par exemple, nous avons parlé de la restructuration de notre pays en cinq régions, étant 5 régions correspondant aux zones agroécologiques. Vous pensez que là on colle encore à l'agriculture, 5 régions culturelles aussi. Nous avons aussi mis l'accent sur la réorganisation, la planification de notre projet, la révision de notre système éducatif et la révision aussi de notre système administratif. Le parti de Bernard Diongan insiste sur la réorganisation politico-administrative du Cameroun en 5 régions correspondant aussi à des zones agroécologiques. Celles-ci regrouperont l'ouest et le nord-ouest pour les hautes altitudes, le littoral et le sud-ouest dénommés régions côtières, le centre, l'est et le sud pour la région forestière, la Damawa pour les hautes savanes et l'extrême nord et le nord pour la sahélienne. Mais d'où proviendra l'argent pour ce redéploiement? Le candidat à la présidentielle a la réponse. Nous avons les moyens pour. Quand je prends le cas de notre budget, le budget annuel du Cameroun en 2018, sur les 4500 milliards de francs de ce budget, vous avez 500 milliards qui sont des recettes pétrolières. Sur les 500 milliards, on a de quoi élever le financement du ministère de l'Agriculture, par exemple. Je vais vous rappeler qu'entre 2017 et 2018, le budget du ministère de l'Agriculture, au lieu de progresser, a plutôt baissé. On est passé de 110 milliards de francs à 86 milliards de francs. Plus généralement, sur la question de l'agriculture, base du parti de Bernard Diongan, les propositions foisonnent. Elles vont du retour des subventions aux producteurs à l'instauration d'un carnet de petits producteurs, en passant par un programme d'installation des jeunes dans les villages à hauteur de 6 millions par personne. Sur le sujet très couru de la sortie ou non du franc CFA, le parti de Bernard Diongan dit qu'il consultera les Camerounais par référendum. De même, il n'exclut pas de collaborer avec les institutions de Bretton Woods qui devront néanmoins savoir qu'elles n'auront plus de diktat à imposer au Cameroun. La question de la planification urbaine préoccupe le gouvernement. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a pu présenter une nouvelle stratégie visant à améliorer et bien sûr à pouvoir résoudre l'équation entre la démographie galopante et le développement urbain des principales villes du Cameroun. On voit tout cela dans ce reportage de Marcelin Gansop. C'est dans une ville de Yaoundé qui respire désormais un air de salubrité que le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a posé les jalons de la réalisation des projets programmés en 2018. La mobilité urbaine, l'éclairage public et l'aménagement des voiries font partie des priorités. Ce d'autant plus que le Cameroun accueille en juin 2019 la Coupe d'Afrique des Nations. Et le ministère de l'Habitat et du Développement urbain entend jouer toute sa partition afin que ce rendez-vous connaisse le succès escompté, tout au moins sur le plan de l'organisation. Nous devons tout faire pour que les grands projets soient visibles. L'adoption de nouvelles attitudes et méthodes de travail en termes de proactivité, d'anticipation, de réactivité dans le suivi des projets partant des DAO, partant de la préparation des dossiers d'appel d'offres jusqu'aux réceptions provisoires au charbon du marché. Les décomptes ne doivent pas faire 48 heures dans un bureau. Avec un budget en baisse de 50 milliards de francs CFA, le ministère de l'Habitat et du Développement urbain n'est pas moins ambitieux.
Aussi, Jean Kodoumbouenchou a-t-il invité ses collaborateurs à utiliser de façon rationnelle les 92 milliards du budget 2018. Ce n'est pas une raison pour ne pas renouveler la valeur du travail. Ce que je peux vous dire, cette baisse en valeur absolue se retrouve par ailleurs, puisque le budget de la CAN et le budget du PAMI ne sont pas incorporés dans le budget. Nous avons dit donc, chers collaborateurs, que malgré l'environnement budgétaire difficile, nous devons respecter pleinement les orientations du chef de l'État. En 2018, l'accent sera mis entre autres sur le démarrage effectif des travaux d'aménagement du lac municipal de Yaoundé et de rénovation de la vallée de Mingoa. La poursuite des travaux de construction des logements sociaux, aussi bien à Yaoundé qu'à Douala. Le démarrage des études préalables à la construction de 10 000 logements à Bankomo, près de Yaoundé. Il est aussi prévu le démarrage effectif des travaux de construction et de réhabilitation des voiries des villes de Garoua, Bafoussam et Bertois, dans le cadre du C2D, capitale régionale. Serait-ce le début d'une descente aux enfers pour Miss Cameroun 2018 après les scandales sur sa méconnaissance de l'hymne national et la controverse sur la mise à l'écart d'une candidate finaliste? Cette reine de beauté vient d'assister à la suspension de sa couronne. Le mandat et les fonctions de Miss Cameroun 2018 sont suspendus. C'est une décision du tribunal de première instance centre administratif à Yaoundé. Et pour ne rien arranger, la Miss suspendue est assignée devant la justice. Amougou Ingrid, présidente du Comica, le président de ce jury du concours Miss Cameroun, et Lucier qui a participé à la finale Miss Cameroun sont également traînés devant la justice. Ils doivent s'expliquer sur les irrégularités, tricheries et autres fraudes qui ont été dévoilées par les plaignants. C'est une affaire à suivre. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons à présent de ces honneurs militaires rendus en la mémoire du commandant du groupement mobile d'intervention numéro 2, Gérard Aldim. Hommages militaires qui se sont déroulés à l'esplanade de la communauté urbaine de Douala. Reportage Innocent Abega et Julienne Berthe-Bissaye. Une foule immense pour dire adieu au commandant du GMI numéro 2 du littoral, Gérard Aldim. Malgré la témérité des forces de défense, il a été difficile de dissimuler la douleur. Autorités administratives, hommes politiques et civils se sont tous réunis à l'esplanade de la communauté urbaine de Douala pour une cérémonie d'honneur militaire. Celle-ci est présidée par le délégué régional de la Sûreté nationale du littoral, le commissaire Essogo, représentant personnel du délégué général à la Sûreté nationale. Ses frères d'armes lui rendent un dernier hommage. La famille éplorée est ici consolée. La disparition du commandant Gérard, affectueusement appelé 102 par ses proches, est une grande perte. La terre ne doit pas prendre les gens comme ça. Il avait encore beaucoup de choses à prouver, vous-même vous avez vu. Le monde qui est venu lui dire un dernier au revoir, c'était pas facile. C'était pas facile. Il s'est fait beaucoup d'amis, il s'est fait une famille, et cette famille, il sera toujours gravé dans leur cœur. Le commandant Gérard Aldim, en service au GMI numéro 2 du littoral depuis février 2014, entre à l'École nationale supérieure de police de Yaoundé en 1998. Après un stage d'imprégnation au GMI numéro 2 du littoral, il est nommé commissaire de sécurité publique respectivement dans les villes de Bafang et Bafoussam, puis promu en 2008 commissaire de police principal. Sa dépouille mortuaire, mise en bière quelques heures plus tôt à l'hôpital militaire de Douala, sera portée en terre samedi 27 janvier 2018 à Yagua, région de l'extrême nord.
À présent, un public reportage dans ce journal. Vous êtes certainement un client d'Orange Cameroun. Vous avez désormais la possibilité de personnaliser vos dépenses et votre offre en matière de télécommunications chez Orange en fonction de vos budgets. C'est un nouveau service chez Orange intitulé MyWay. Le mode d'utilisation, c'est dans ce reportage. Elle se veut révolutionnaire et donne les pleins pouvoirs aux clients. L'offre MyWay d'Orange Cameroun consacre l'aboutissement des forfaits personnalisés qu'offre Orange. Elle donne la main au client pour composer lui-même son offre selon son budget ou selon ses besoins. L'offre MyWay est la nouvelle offre d'Orange Cameroun. On veut vraiment marquer une rupture. Jusqu'à présent, ce qu'on pouvait proposer aux clients, c'était des offres qui étaient déjà prédéfinies. On imaginait ce dont ils avaient besoin en définissant le montant qu'ils pouvaient dépenser, en définissant les bonus dont ils avaient besoin et surtout la durée pendant laquelle le forfait était valide. Aujourd'hui, on brise toutes les barrières tombent. Le client, en fonction de ses besoins ou de son budget, peut choisir de construire son forfait lui-même. Et pour accéder à ce bonheur, il suffit de taper le dièse 131 étoile 4 dièse. Donc on a deux façons de faire. Donc par le budget, par exemple j'ai 500 francs dans mon compte principal et j'ai envie d'acheter un forfait. Donc j'ai besoin juste de renseigner le montant que j'ai envie de dépenser et de choisir en fait la validité de ce forfait. Une fois qu'on a rentré ces paramètres-là, notre forfait est créé et sur l'affichage on voit donc le forfait qui correspond à tous les paramètres qu'on a renseignés. La deuxième façon de faire, c'est plutôt de rentrer par le besoin. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire Internet, qui regarde des vidéos, fait des jeux sur Internet, donc j'ai besoin de volume Internet. Sauf que ce que Orange me propose aujourd'hui ne me convient pas. Tout est figé, c'est 1 giga, 2 giga, 300 MO, mais moi j'ai besoin de 700 MO. Et j'ai beau faire les codes, mais je ne trouve pas les 700 MO. Aujourd'hui, on donne la possibilité au client vraiment de choisir le volume dont il a besoin. Donc avec le besoin, on choisit l'utilisation qu'on a envie de faire, donc par exemple Internet. À ce moment-là, on rentre la validité dont on a besoin, admettons 3 jours. Et pour les 3 jours, j'ai besoin de 700 MO. Donc je rentre simplement les 700 MO dont j'ai besoin pour ces 3 jours-là. Et on nous affiche en fait le montant à payer pour le besoin qu'on a défini. Juste à noter que plus notre besoin sera élevé, plus Orange donnera des bonus, c'est ça. Et en plus de ça, on a prévu qu'un client qui régulièrement a des besoins élevés aura des petites surprises en plus. L'offre MyWay fait donc des clients d'Orange Cameroun de véritables privilégiés. C'est complètement révolutionnaire, c'est complètement nouveau. Je pense que vous pourrez regarder autour, vous ne verrez pas une entreprise qui donne ce niveau de flexibilité-là à ses clients, qui leur donne ce niveau de pouvoir, qui leur permet de définir les choses telles que eux le veulent. MyWay consacre un certain nombre de principes, dont la transparence, à travers l'information précise sur le contenu et la validité de son offre, la flexibilité de souscrire à une offre correspondant aux besoins du moment, la liberté pour le client de choisir ce qu'il veut faire de son argent et la simplicité avec un mode de souscription tout à fait nouveau sur le marché. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ne manquez pas un rendez-vous ce soir autour de 21 h, la première de l'émission Les grands dossiers économiques consacrée au bilan du septennat des grandes réalisations. Vous vous en souvenez, en 2011, le chef de l'État s'était engagé à accélérer la relance de la croissance économique. 7 ans plus tard, Paul Biya a-t-il réussi le pari de construire une croissance économique plus forte, durable et inclusive, où tous les Camerounais ont accès à l'emploi et peuvent vivre décemment? Invité de cette émission, Les grands dossiers économiques, Christian Penda Ekoka, consultant international en économie et conseiller technique à la présidence de la République. Mesdames, Messieurs, merci de rester sur Equinox Télévision. Militaire autour du 18 à Kembu. Il y a eu un fort déploiement militaire. Les éléments venus de Manfé tiraient en l'air. Des maisons ont été brûlées. Les habitants ont fui. Après 3 jours de cachette, j'ai pris mes jambes à mon cou par la forêt pour regagner un autre village. Donc ça fait qu'il y a certains qui ne sont plus revenus au village à cause de présence des militaires
ou bien ils ont peur qu'on va les attraper. Mais pour nous qui sommes là maintenant, vous voyez, ça va un peu et la vie commence à reprendre son chemin. Je vous parle comme ça, comme quelqu'un, l'un des villages qui est aussi touché. Il y a les gens qui ont été tués, qu'on connaît. Et il y a les gens qui sont fuient le village par peur pour éviter le pire. Donc il faut leur donner le courage de rentrer, qu'il n'y a rien. Et il faut que les gens comprennent aussi que même la présence des forces de l'ordre, c'est pour les protéger. Les assurances sont données par ces militaires et même les élites du coin quant à l'importance de la présence de ces hommes en tenue lourdement armés. Nous sommes ici pour eux, pas contre eux. Depuis plus de 40 jours que nous sommes là, nous n'avons arrêté personne. Si quelqu'un est incriminé, c'est soit il a contribué à un assassinat ou alors à un meurtre. Donc ceux qui sont innocents, qui n'ont rien à se reprocher, doivent rentrer à la maison. J'ai suivi que certains veulent rentrer et ont peur d'être poursuivis. Rapprochez-vous de l'administration. Des instructions fermes ont été données. Mettons de côté les rumeurs. Stop running rumors. Les appels au retour dans leur village des réfugiés se multiplient, alors que tant côté nigérien qu'au côté camerounais, les actions pour venir en aide aux réfugiés sont nombreuses. On a brûlé les maisons. Bon, en constatant qu'il y a la famine, les gens n'ont pas où dormir, les gens n'ont pas à manger, on a donc constaté ça. Et on a fait un appel pour les fils et filles de la département de Magno. On fait la geste qu'on a fait aujourd'hui là, pour au moins aider à avoir à manger, à avoir où dormir, et ainsi de suite. La situation est encore plus compliquée pour les élèves et les étudiants réfugiés. Je m'appelle Deep Grace, élève au lycée de Manfé en classe de terminale, prête pour l'université, mais impossible au regard de la crise. Je souhaite vraiment faire des hautes études, mais me voici au village, perdant mon temps. Pour toutes les parties concernées par cette crise, le rêve serait que les coups de feu cessent définitivement un jour. Si la paix règne, au moins les activités économiques reprendront. Nous pourrons nous mouvoir d'un point à un autre. Nous prions que le président de la République ou alors les ministres reçoivent la sagesse divine pour résoudre définitivement cette crise. À ce jour, le nombre de réfugiés et de déplacés suite à la crise anglophone dans la région du Sud-Ouest est estimé à plusieurs centaines de milliers. Pour contrecarrer ces revendications séparatistes et fédéralistes sur le théâtre de la crise anglophone, le chef de l'État a promis l'accélération de la décentralisation, mais au regard des lenteurs dans la mise en œuvre de ce processus, la déléguée fédérale suisse chargée du plurilinguisme n'a pas manqué de critiquer à demi-mot les blocages institutionnels et politiques dans la mise en œuvre du système de gouvernance publique et la décentralisation au Cameroun. Nicoletta Mariolini a plutôt vanté le modèle fédéraliste de la Suisse lors de sa rencontre avec le ministre de l'administration territoriale et la décentralisation. Des précisions dans ce reportage signé Guy Zogo. Après la mise en bouche par la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, la déléguée fédérale suisse pour le plurilinguisme est entrée dans le vif du sujet. Et c'est un vrai exercice qu'il attendait au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation MINAT, après l'annulation de l'étape du ministère des Arts et de la Culture. Avec le patron du MINAT, Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des révélations exclusives sur ces villes anglophones transformées en champs de ruines, des affrontements entre assaillants séparatistes
et l'armée camerounaise font rage sur le théâtre de la crise anglophone. Cette escalade de la violence impacte sur les populations, victimes, meurtries dans leur chair, traumatisées et choquées de vivre ces drames de la guerre contre les séparatistes anglophones. Ils sont déjà 10 000 Camerounais ayant fui leur village pour trouver refuge au Nigeria selon des chiffres du HCR. Dans ce journal, vous verrez un grand reportage exceptionnel où les pouvoirs publics, l'armée et les forces vives se mobilisent pour multiplier les actions en vue d'atténuer les affres de la guerre sur le théâtre de la crise anglophone. C'est une levée de bouclier contre la restructuration du chantier naval et industriel du Cameroun. Le licenciement économique est désapprouvé par des techniciens, ouvriers et ingénieurs. Ils multiplient des manifestations pour dénoncer des manœuvres visant à faire main basse sur leurs droits sociaux. Ils s'expliquent dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Des combats acharnés se déroulent sur le théâtre de la crise anglophone. Cette escalade violente a engendré la psychose et la peur chez les populations. Selon le HCR, près de 10 000 Camerounais ont trouvé refuge au Nigeria, essentiellement des jeunes enfants et des femmes. Pendant ce temps, l'armée camerounaise, les forces vives et les pouvoirs publics se mobilisent à travers des actions sociales en vue d'atténuer les affres de ces combats acharnés entre assaillants séparatistes et l'armée camerounaise. C'est un grand reportage signé Eric Martial Diomo. Des populations qui se déplacent en masse. Ce spectacle dure depuis des mois dans plusieurs localités de la région du sud-ouest du Cameroun. Kembon, Kwakwa, Eyumodjok, Akwaya, Ewele, Osing, Babong ou encore Otu sont quelques-uns des villages les plus touchés par cet exode. Décors de cimetières, animaux errants, la vie a disparu dans ces localités, même si quelques courageux ont choisi tout de même de rester. Juste que je suis un homme, j'ai dit qu'adviendra que pourra. Je ne veux pas fuir, je suis ici même si ma famille n'est pas là. Ceux ayant fui vers d'autres villes du Cameroun décrivent le spectacle comme inoubliable et surtout terrifiant. Ce qui m'a fait fuir Kembon, j'étais à la maison, j'ai suivi les coups de feu. Nous nous sommes barricadés. J'ai vu le feu venir. Nous sommes sortis et avons fui. Je n'ai rien emporté avec moi. C'est la guerre. Juste la guerre. Ils tiraient de partout. J'ai fui. D'autres ont choisi de traverser la frontière pour rejoindre le Nigeria voisin. Ceci par la rivière Emeli. Les choses sont davantage compliquées selon ces réfugiés par la présence massive des militaires dans leur localité d'origine. Cette présence semble justifier l'exode massif. Après le 1er octobre, les militaires sont descendus dans nos villages pour la sécurité. Et vous devez comprendre que nos jeunes, même nos mamans, ne sont pas habitués à voir des militaires partout. Après que certains inconnus aient tué des militaires, ils sont obligés de retourner, me laisser un peu du temps, comment ils vont me débrouiller pour sortir, je ne sais pas, je vais aller où, avec quoi. Elles disent être victimes d'une injustice parce qu'ayant obtenu ces terres de manière légale. Au canton a signé, même la sous-préfecture a signé. Alors voici ça ici, on a ça. Alors voici le premier terrain qu'on a acheté. Alors voici le deuxième. Alors voici le deuxième terrain, il y a les papiers. Ces déguerpis implorent le soutien des décideurs pour leur reclassement. Une autre personnalité annonce sa candidature pour la présidentielle 2018. Bernard Ndjongan qui s'engage à mener le Cameroun sur les sentiers d'une véritable révolution agricole, socle
de l'émergence économique. Cet ingénieur agronome, fervent défenseur du monde agricole au Cameroun, dit être prêt à organiser un référendum sur la sortie ou le maintien du Cameroun dans la zone franc CFA s'il venait à être élu président de la République. Bernard Djongan était face à la presse à Yaoundé. Emmanuel Diop et Guy Zogo pour le compte rendu. C'est un programme qui tient en une formule 40 mesures pour faire décoller le Cameroun. Face à la presse, Bernard Djongan, le président du parti Croire au Cameroun CRAC, a dévoilé comment il entend refaire son pays après la présidentielle de cette année s'il était porté à la magistrature suprême. Le tout avec l'agriculture pour base. À cet effet, la charpente de l'édifice Cameroun, telle que dessinée par le président de CRAC, a déjà des contours bien précis. Il y a un certain nombre de mesures qu'il faut prendre absolument. Nous avons parlé de la subvention par exemple, nous avons parlé de la restructuration de notre pays en cinq régions, étant 5 régions correspondant aux zones agroécologiques. Vous pensez que là on colle encore à l'agriculture, 5 régions culturelles aussi. Nous avons aussi mis l'accent sur la réorganisation, la planification de notre projet, la révision de notre système éducatif et la révision aussi de notre système administratif. Le parti de Bernard Djongan insiste sur la réorganisation politico-administrative du Cameroun en 5 régions correspondant aussi à des zones agroécologiques. Celles-ci regrouperont l'ouest et le nord-ouest pour les hautes altitudes, le littoral et le sud-ouest dénommés régions côtières, le centre, l'est et le sud pour la région forestière, la Damawa pour les hautes savanes et l'extrême nord et le nord pour la sahélienne. Mais d'où proviendra l'argent pour ce redéploiement? Le candidat à la présidentielle a la réponse. Nous avons les moyens pour. Quand je prends le cas de notre budget, le budget annuel du Cameroun en 2018, sur les 4500 milliards de francs de ce budget, vous avez 500 milliards qui sont des recettes pétrolières. Sur les 500 milliards, on a de quoi élever le financement du ministère de l'Agriculture, par exemple. Je vais vous rappeler qu'entre 2017 et 2018, le budget du ministère de l'Agriculture, au lieu de progresser, a plutôt baissé. On est passé de 110 milliards de francs à 86 milliards de francs. Plus généralement, sur la question de l'agriculture, base du parti de Bernard Djongan, les propositions foisonnent. Elles vont du retour des subventions aux producteurs à l'instauration d'un carnet de petits producteurs, en passant par un programme d'installation des jeunes dans les villages à hauteur de 6 millions par personne. Sur le sujet très couru de la sortie ou non du franc CFA, le parti de Bernard Djongan dit qu'il consultera les Camerounais par référendum. De même, il n'exclut pas de collaborer avec les institutions de Bretton Woods qui devront néanmoins savoir qu'elles n'auront plus de diktat à imposer au Cameroun. La question de la planification urbaine préoccupe le gouvernement. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a pu présenter une nouvelle stratégie visant à améliorer et bien sûr à pouvoir résoudre l'équation entre la démographie galopante et le développement urbain des principales villes du Cameroun. On voit tout cela dans ce reportage de Marcelin Gansop. C'est dans une ville de Yaoundé qui respire désormais un air de salubrité que le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a posé les jalons de la réalisation des projets programmés en 2018. La mobilité urbaine, l'éclairage public et l'aménagement des voiries font partie des priorités. Ce d'autant plus que le Cameroun accueille en juin 2019 la Coupe d'Afrique des Nations. Et le ministère de la... Donc, le sujet est forcément politique en dehors de la connotation purement linguistique. En quoi au juste l'exemple suisse peut être utile au Cameroun sont de la presse. Une fois de plus, c'est un système diamétralement opposé à celui du Cameroun qu'étale Nicoletta Mariolini. La Suisse est un pays fédéral. On a 3 niveaux institutionnels, la confédération, les cantons et les communes. Et sur cette base, on a une répartition des tâches et on a une décentralisation de certaines tâches et également
des mesures qui aident à renforcer la cohésion nationale par soit des flux financiers solidaires, soit également par des mesures qui permettent la protection des minorités, par exemple en ayant 4 chaînes nationales de télévision et de radio qui garantissent également une identité territoriale de la communication. Néanmoins, c'est sur la pointe des pieds que la déléguée fédérale suisse au plurilinguisme ose une allusion politique. Cet exemple-là, mais qui s'inscrit dans un contexte institutionnel particulier, donc qui est spécifique à la Suisse, permet d'analyser, d'étudier des fonctionnements qui peut-être peuvent être utiles et utilisables aussi par le Cameroun. Mais au fond, il semble bien certain que la ligne de fracture apparaît là, béante, entre Genève et Yaoundé, au point qu'on se demande en quoi dans ce contexte le modèle suisse est transposable au Cameroun. Cette question-là, on ne la posera pas à Nicoletta Mariolini. Les consignes sont claires, une seule question, pas plus. Clap de fin d'onde de la deuxième journée de la visite de la déléguée fédérale suisse au plurilinguisme au Cameroun. Il faut attendre la suite. C'est une levée de bouclier contre la restructuration du chantier naval et industriel du Cameroun. Je vous le disais en titre, la baisse drastique des effectifs suscite la colère des techniciens ouvriers et ingénieurs licenciés pour motifs économiques. Les concernés contestent cette décision et multiplient les manifestations pour dénoncer des manœuvres visant à faire main basse sur leurs droits sociaux. Et face au silence de la direction générale, ils ont plutôt reçu du gaz lacrymogène ce mercredi matin. Des précisions dans ce reportage de Innocent Abega et Donald Brice Kamgan. C'était le grabuge au chantier naval et industriel du Cameroun. Saisissant l'occasion d'un conseil d'administration qui était annoncé, le collectif des employés en cours de licenciement a pris position à l'entrée de la société à capitaux publics pour faire entendre leur voix, obligeant les agents de l'administration à camper à l'extérieur. Les manifestants seront délogés à coups de gaz lacrymogène par la police. Ils sont une première vague de 100 employés dont le contrat est en cours de rupture, mais les licenciements qui vont se poursuivre toucheront à terme près de 300 personnes. Sauf que les premiers concernés n'ont pas perçu leurs indemnités, dont les calculs se font par ailleurs sur leur tête, en violation d'un protocole d'accord arrêté en 2016 par les deux parties, rejettent les manifestants. Il était demandé de calculer les droits tels que prévoit la convention collective. En dehors de cela, l'article 39, c'est-à-dire l'article 39 du Code du travail qui demande qu'un mois de salaire brut soit payé par année d'ancienneté dans le cadre des licenciements pour ceux qui ont subi le départ volontaire, qui est autre chose qu'un licenciement abusif. Autre pomme de discorde, la taille des ressources humaines qui serait surévaluée, 749 personnes d'après le management, 647 avancent les manifestants. L'entreprise projette de conserver 300 employés, chiffre en deçà des 579 nécessaires, recommandés par une expertise commise dans le cadre de la restructuration, dénoncent les employés. Nous voulons que le plan de restructuration validé par le conseil d'administration dans le cadre du programme des organisations des effectifs fait par un cabinet marocain, que ce plan social soit validé et non le plan social qui a été mis en place par le directeur général du chantier naval dans le but de s'enrichir en créant une société de sous-traitance. Malgré nos démarches, aucun responsable de l'entreprise n'a répondu à nos sollicitations, même si une source au sein de l'administration informe que les droits des employés en cours de licenciement seront versés à compter du 15 février prochain. À la demande du gouvernement, le chantier naval et industriel du Cameroun est en restructuration depuis 2015. La société doit entre autres réduire ses effectifs pour faire face aux tensions de trésorerie et honorer ses engagements. Toujours dans ce chapitre économie, éclaboussée dans le dernier rapport de la CONAC, la douane peut-elle éradiquer la corruption au sein de ses unités opérationnelles? Le ministre des Finances veut compter sur les nouveaux responsables promus à la direction générale des douanes. Alamine Ousmane les a recommandé de lutter contre la fraude et la contrebande au Cameroun. Élisée Bogba et Marcelin Gansop.
Dans le contexte actuel, marqué par l'insécurité à certaines frontières et à l'intérieur du pays, la douane camerounaise doit relever le défi de la mobilisation accrue des recettes. C'est un défi qui ne laisse pas un temps de répit aux nouveaux responsables qui héritent pour la plupart des postes nouvellement créés. Tout doit être mis en œuvre pour éradiquer les fléaux qui plombent l'efficacité de l'administration douanière. Le décret du Premier ministre pour nous, c'est le tocsin qui est sonné. C'est un nouveau poste. Et en réalité, c'est le bras séculier de la surveillance douanière du Cameroun. Et cela demande que ce poste soit structuré et je crois que j'ai les fondamentaux. Et avec le potentiel humain qu'on va certainement mettre à ma disposition, nous allons remporter les défis et contribuer certainement à l'émergence à travers la lutte contre la contrebande, les grands trafics, le commerce illicite qui sont les principaux chevaux de bataille qui nous attendent. L'atteinte des résultats passe également par l'abandon de certains comportements qui ternissent l'image du douanier, faisant de ce dernier incorrompu, ramant à compte courant des principes de bonne gouvernance. L'inspection de service, c'est une structure d'audit, de contrôle et de vérification. C'est un peu comme le contrôle supérieur de l'État à l'intérieur de la douane. Donc nous sommes là pour les problèmes de déontologie, de gouvernance, des problèmes d'arbitrage entre l'administration des douanes et le grand public, les problèmes de lutte contre la corruption. Bref, nous sommes, comme j'ai eu à vous le dire, les personnes qui sont là pour encadrer les collaborateurs lorsqu'on se rend compte qu'il y a des canards boiteux qui tendent à s'écarter du chemin. À tous les responsables nommés les 9 et 13 novembre 2017, le ministre des Finances a prescrit rigueur, probité, efficacité, engagement et professionnalisme afin que la douane camerounaise joue sa partition dans le cadre de la réalisation du budget 2018. Mais il faut aller au-delà. En créant un cadre, un environnement propice aux affaires, nous voulons veiller à ce que la qualité, l'excellence, le partenariat soient renforcés et que les acteurs qui portent à cœur la douane camerounaise en matière de qualité de service puissent s'y retrouver. Les nouveaux maçons, qui totalisent pour la plupart plus de 20 ans d'expérience, seront jugés au pied d'un mur qu'ils connaissent bien, à force de s'y frotter depuis de nombreuses années. En tout cas, ils n'ont pas droit à l'erreur. Que sont devenues ces familles victimes des évictions forcées et des casses au lieu dit Essengue dans la capitale économique du Cameroun? Certaines passent la nuit à la Belle Étoile, d'autres ont trouvé une petite place chez des membres de leur famille, mais toutes ces familles victimes des évictions forcées contestent ces opérations menées il y a quelques jours et clament justice. Elles se sont exprimées dans ce reportage de Isabelle Carole Zoupet. Ces pleurs sont à l'image de la douleur qui hante les populations d'Essengue. Blocade à Douala-Prégnier depuis la démolition de leur domicile par le port autonome de Douala. Ces déguerpis sont réduits dans l'errance ainsi que leur progéniture. Ça a cassé, ça fait une semaine aujourd'hui. Et aujourd'hui, on n'a même pas l'endroit pour partir parce qu'on n'a pas l'argent pour aller louer. Nous dormons seulement dehors avec les enfants. Ces casses ont radicalement paralysé le quotidien de ces familles. Entre activités au ralenti, nuit à la Belle Étoile, absence d'eau potable et d'énergie électrique, le quotidien des populations d'Essengue est un véritable calvaire. Les activités sont là, moi je suis couturière, les habits sont parqués là-dedans. Les clients viennent, chacun voit ma situation, il a même pitié de moi.